Donc pour commencer ce panel introductif, le père Frédéric Louzeau, qui est le directeur du pôle de recherche, qui a plusieurs cordes à son arc, puisqu'il est à la fois docteur en philosophie, docteur en théologie, ingénieur, musicien. Enfin, voilà, il y a une grande chance pour nous, au Bernardin, d'avoir le père Frédéric Louzeau, et c'est surtout pour ça qu'on l'a invité avec Jean-Baptiste et avec les membres du conseil scientifique, et quelqu'un qui connaît bien cette pensée personnaliste, et en particulier celle du père Gaston Fessard, qui est l'un de ces fondateurs du courant personnaliste des années 30, et qui va nous en parler. Anne-Lorraine Bujon, qui est la rédactrice en chef de la revue Esprit, qui vient de nous rejoindre. Merci Anne-Lorraine d'être parmi nous. La revue Esprit, forcément, quand on parle du personnalisme, on pense à Emmanuel Mounier, qui a été un des fondateurs du personnalisme et qui a été le fondateur de la revue Esprit. Donc on est heureux de cette proximité avec la revue Esprit, mais on est heureux aussi de la présence d'Anne-Lorraine Bujon, qui est littéraire de formation, qui a vécu longtemps aux États-Unis et qui va nous parler du rapport identité-altérité. Qu'est-ce qui constitue, là encore pour elle et pour un certain nombre d'auteurs qu'elle a invités pour un numéro spécial de la revue Esprit sur l'Europe, de ce rapport identité-altérité? Qu'est-ce qui constitue cette identité européenne? Et puis, pour terminer, Alain Lamassoure, qui est, encore une fois, ancien ministre, député européen, qui nous a fait le grand plaisir de participer à notre séminaire et qui a lancé très récemment une association, Pax Europa. Il a reçu également une lettre de mission du Premier ministre, puisque la France préside le comité des ministres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à partir du mois de juin, si je ne me trompe pas, pour 6 mois. Le Premier ministre a confié une mission à Alain Lamassoure, dont il va nous parler, et qui est en lien direct, non seulement avec cette philosophie personnaliste qui pense l'individu dans plusieurs appartenances, et pas simplement dans son appartenance nationale, mais qui insiste aussi sur l'importance des racines historiques, et donc d'où notre première proposition sur l'enseignement de l'histoire de l'Europe, à côté de l'enseignement de l'histoire nationale, dans toutes les écoles d'Europe, à partir du primaire. Il va nous dire ce qu'il en pense et comment lui-même il envisage la création d'un observatoire de l'enseignement de l'histoire de l'Europe partout en Europe. Donc merci à ces intervenants. Ils vont parler chacun 15-20 minutes et puis après nous avons donc le temps pour discuter. La parole est à Frédéric Louzeau. Merci beaucoup Antoine, merci Jean-Baptiste de m'avoir invité, merci à vous tous de votre présence et de votre soutien. Alors je dois donc réagir à la proposition de ce séminaire, retrouver le goût de l'aventure européenne, et notamment la proposition principale qui est de dire que si l'on veut refonder politiquement la communauté européenne, il faut le faire à partir d'une vision philosophique beaucoup plus dense, beaucoup plus forte que celle simplement de l'individualisme. Et donc cette proposition philosophique s'appelle personnalisme, on va en parler pendant au moins toute la matinée. Je vous propose 4 réflexions sur ce projet qui me sont venues en lisant le livre et en suivant aussi quelques séminaires. La première réflexion, c'est que l'intérêt principal de la proposition de ce séminaire, c'est de montrer que la question européenne est de nouveau une question philosophique, en fait. Elle est économique et politique, évidemment, mais elle est aussi et principalement une question philosophique et donc spirituelle. Pour essayer de le manifester, je vous propose de vous lire 2 extraits. Tout d'abord, un extrait d'un philosophe allemand, Husserl, Edmund Husserl, tout à la fin d'une conférence très célèbre qu'il a donnée à Vienne en 1935. La conférence s'appelle « La crise de l'humanité européenne et la philosophie ». La crise de l'humanité européenne et la philosophie. Je vous lis les derniers mots de sa conférence. 1935. Vous voyez, c'est un philosophe allemand. Vous voyez à quoi est confrontée l'Allemagne à ce moment-là. Bon. Et voilà ce qu'il dit. La crise de l'existence européenne n'a que 2 issues. Soit la décadence de l'Europe, devenant étrangère à son propre sens vital et rationnel, la chute
dans l'hostilité à l'esprit et dans la barbarie. C'est ce qu'il voyait dans son pays, évidemment, ce sont les régimes totalitaires. Donc soit la décadence de l'Europe, soit la renaissance de l'Europe. Mais alors c'est ça qui est intéressant, que je voulais que vous entendiez, soit la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie. Grâce, dit-il, à un héroïsme de la raison qui surmonte définitivement le naturalisme. Et il ajoute, le plus grand danger pour l'Europe est la lassitude. Vous voyez, notamment cette lassitude de la pensée. Luttons avec tout notre zèle contre ce danger des dangers, qu'est la lassitude, en bons Européens que n'effraie pas même un combat infini. Alors vous pourriez m'objecter que lorsque Husserl fait dépendre l'avenir de l'Europe d'un esprit de philosophie, vous pourriez dire c'est un prof de philosophie qui dit ça et qui travaille pour son propre corps. Alors pour vous montrer qu'il n'était pas le seul à le penser, je vais prendre un autre penseur de la même époque, qui est un économiste, le plus grand économiste du XXe siècle, John Maynard Keynes. Donc ce n'est pas un philosophe, Keynes, c'est un économiste. Et voilà ce qu'il dit à la fin d'un livre, un très grand livre, très important, qui s'appelle « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ». C'est un livre de 1936. Vous voyez, c'est à peu près la même époque. C'est un an après la conférence de Vienne. Alors là, c'est très fort dans la bouche d'un économiste. Écoutez bien, les idées, dit-il, justes ou fausses, des philosophes de l'économie et de la politique ont plus d'importance qu'on ne le pense généralement. À vrai dire, le monde est presque entièrement mené par elles, par ces idées. Le monde est presque entièrement mené par elles. Il ajoute, nous sommes persuadés qu'on exagère grandement la force des intérêts constitués par rapport à l'empire qu'acquièrent progressivement les idées. Et puis il s'explique, à la vérité, ces idées n'agissent pas d'une façon immédiate, mais seulement après un laps de temps. Et puis alors il ajoute une précision que je trouve assez, disons, amusante. Il faut entendre, dans le domaine de la philosophie économique et politique, rares sont les hommes de plus de 25 ou 30 ans qui restent accessibles aux théories nouvelles. C'est Keynes qui parle. Les idées que les fonctionnaires, les hommes politiques et même les agitateurs appliquent à la vie courante ont donc peu de chances d'être les plus neuves. Mais ce sont les idées, et il répète, il martèle, ce sont les idées et non les intérêts constitués qui, tôt ou tard, sont dangereuses pour le bien comme pour le mal. Donc vous voyez, ces réflexions de Husserl, de Keynes, s'appliquent à mon avis très bien à l'Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire que cette question européenne, elle émerge de nouveau comme une question philosophique, vous voyez, qui engage la sphère du sens, de la raison, et qui engage aussi un combat spirituel. Dans l'Europe de 2019, d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire fond sur une philosophie commune, un socle anthropologique commun, comme au moment de la fondation de la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952. Nous ne sommes plus seulement confrontés à des questions de justice économique et politique. Il y a de nouvelles problématiques qui émergent, qui sont d'une autre nature que les questions traditionnelles de justice, qui demeurent, mais elles ne sont plus les seules. Je pense notamment aux impacts des développements technoscientifiques, aux biotechnologies. Je pense aussi à ce que nous appelons la transition écologique, la modification du rapport de l'homme à la Terre. Beaucoup de choses qui engagent, si vous voulez, un renouvellement, qui appellent un renouvellement philosophique. Bref, vous voyez, l'avenir de l'Europe, et c'était mon premier point, est suspendu pour le meilleur ou pour le pire à la confrontation des idées qui traversent ses citoyens et à l'issue de ces confrontations. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, je voudrais vous montrer qu'on vérifie ce point-là, l'enjeu philosophique de l'aventure européenne. On vérifie ce point si on réfléchit à ce qui a mis en crise l'adhésion à l'Union européenne ou l'attachement des citoyens européens à cette union. Je voudrais retenir simplement une double désorientation et que nous méditions sur ce qui est en jeu. La première désorientation des citoyens que nous sommes, elle touche effectivement directement au monde des idées, à la sphère des idées. C'est que l'idée directrice de la communauté européenne s'est progressivement concentrée sur un mode d'organisation de l'économie et sur un mode très particulier qui est l'extension mondiale d'une logique de marché. Et cette idée directrice, après avoir apporté une augmentation significative des richesses et des biens, dont beaucoup ont profité, cette idée-là, elle est devenue peu à peu
problématique, en fait. Elle est devenue problématique en raison des inégalités persistantes ou des nouvelles inégalités qui ont été engendrées. Elle est aussi problématique parce que même chez ceux qui profitent de cette prospérité, de tous ces biens du marché commun, il y a un sentiment de mal-être. En fait, il y a un moment où finalement la croissance de la richesse n'apporte plus une croissance de bien-être, mais au contraire fait grandir un sentiment de mal-être. Et puis, je pense en dernier à la destruction des écosystèmes que ce mode d'économie engendre. Donc cette idée directrice, elle est non seulement devenue problématique, mais en plus elle se montre maintenant insuffisante à stimuler et à fédérer les énergies individuelles, collectives, nationales pour faire face aux nouveaux défis. Elle n'est pas assez forte, cette idée directrice, pour que nous puissions affronter les nouveaux défis. Donc vous voyez cette idée qui a d'abord été conçue par des économistes dans les années 30 ou 40, bien avant d'être mise en œuvre par des États politiques, à partir des années 70-80, cette idée-là est arrivée aujourd'hui à épuisement. Et la deuxième désorientation qui éloigne les citoyens européens du projet européen, elle va vous paraître peut-être moins idéologique ou philosophique au départ, mais en fait, si on y réfléchit bien, j'essaierai de le montrer, en fait, elle est aussi philosophique et spirituelle. Cette deuxième désorientation, je pense ici aux crises migratoires en Europe. Cette désorientation politique due aux flux migratoires, elle a d'abord été nationale. Je crois qu'en France, depuis au moins 30 ans, ces questions débouchent dans la sphère publique et le débat politique. Mais ensuite, cette désorientation politique due aux crises migratoires, elle a atteint aussi le projet européen. Je pense que c'est plus récent, mais s'il y a des historiens qui peuvent affiner ma compréhension, j'en serais très heureux. Mais dans ma mémoire, la première fois où je me suis rendu compte que les questions migratoires étaient en train vraiment de faire bouger le socle européen, c'était en 2011. Vous savez, c'est le moment où la Libye est déstabilisée. Et en mars 2011, la France a décidé de renvoyer 2800 Tunisiens sans papier en Italie, en se prévalant d'un accord franco-italien de 1997, autorisant justement la France à refouler les migrants vers leur pays d'accueil à l'intérieur de l'espace Schengen. Et donc je me suis rendu compte que cette question-là était en train d'affecter la relation entre la France et l'Italie. Mais peut-être qu'il y a des choses encore plus précoces. Donc je pense à cette affaire-là, et puis je pense au chaos terrible en Syrie et en Irak à partir de 2011, puis 2013, etc. etc. Donc il y a aujourd'hui un débat crucial au sujet des politiques d'émigration qui déstabilisent la construction européenne. Et ce débat oppose non seulement les nations européennes entre elles, notamment Europe centrale, Europe occidentale, mais elle oppose évidemment les citoyens à l'intérieur de chaque nation. Mais ce débat politique, qui est sérieux, est sous-tendu en fait par un débat philosophique, par un questionnement philosophique. Je pense d'abord, mais pas seulement, à la dignité des migrants, à la dignité de personne humaine de chaque migrant, mais je pense peut-être plus profondément à l'articulation à laquelle je vais venir entre les individus et les communautés. Ça, c'est un véritable problème de pensée, c'est un problème philosophique d'articuler individus et communautés, et l'individualisme philosophique ne permet pas justement de mener cette articulation. Et c'est à ce moment-là que la question du personnalisme peut devenir effectivement extrêmement éclairante. Et apporter vraiment, alors là, de la lumière, de la force pour essayer de surmonter ces difficultés. D'où une troisième réaction, une troisième réflexion que je vous propose. Très bien, le personnalisme, mais quel personnalisme ? Alors oui, je souscris à la proposition de notre séminaire, pas parce que je suis le directeur du pôle et que je dois faire preuve de solidarité, mais parce que j'y crois vraiment. Oui, à une vision personnaliste pour essayer de refonder le projet européen. Mais à condition d'ajouter immédiatement que la dignité des personnes humaines se réalise concrètement dans des communautés. Donc vous voyez, un personnalisme, mais qui soit communautaire. Donc dans diverses communautés d'appartenance. Ces communautés d'appartenance sont comme les constituants concrets de la personne. Je pense à la famille, je pense bien sûr à l'entreprise, je pense à la patrie, la nation, vous l'appellerez comme vous voulez, à la communauté des nations. Tout ça, ce sont des collectifs où l'homme se réalise comme personne. Ces collectifs sont très nombreux, mais les plus essentiels pour le devenir des personnes, ceux auxquels il est, je crois, très difficile d'échapper, je vous les ai nommés, les familles, les nations, les communautés de nations.
Ces sociétés essentielles dans lesquelles la personne se réalise, ce ne sont ni des choses, ni des individus. Elles sont elles-mêmes, vous voyez, imprégnées de personnalité, de subjectivité, d'humanité. En termes plus philosophiques, ce qu'il s'agisse de penser, c'est l'existence d'une analogie entre l'individu humain et là où les communautés d'appartenance dans lesquelles il vit. Ou si on veut le dire encore autrement, entre les personnes individuelles et les personnalités morales que sont ces collectifs. Et c'est une impasse d'opposer ou de séparer ou alors de confondre individu et communauté. L'un et l'autre, individu et communauté, se fortifient mutuellement ou alors s'abaissent, s'affaiblissent ensemble. Mais donc c'est cette analogie qu'il s'agit de penser entre individu et communauté. Si je reviens au problème de la politique d'immigration, ce que permet d'apercevoir le personnalisme tel que je l'ai résumé trop rapidement, c'est qu'en réalité, nous avons affaire à un conflit de droits. Vous voyez, un conflit entre le droit d'une personne individuelle d'émigrer dans le pays de son choix pour trouver des conditions de vie plus convenables pour soi, pour sa famille, voilà, qui est un droit de l'homme en tant que tel, et le droit et le devoir d'une communauté politique, d'une personnalité morale politique, en l'occurrence un État, de pourvoir au bien commun de la nation qu'il représente. Alors vous voyez, c'est ce conflit de droits qu'il faut penser, et le personnalisme tel que je l'ai décrit permet vraiment de le penser. Une posture universaliste aura tendance à négliger, voire même à totalement oublier le droit d'un État au profit du droit d'une personne qui émigre. Vous voyez, à confondre l'État avec une personne individuelle en faisant comme si les principes éthiques fondamentaux s'appliquaient de la même manière aux individus comme aux États, ce qui n'est pas le cas. Et cette posture que j'appelle universaliste, elle en appellera évidemment tout de suite aux grands principes de justice, de solidarité, pas moi qui vais critiquer cela. Elle revendiquera l'esprit des traités plutôt que leurs lettres, mais avec le risque de promouvoir des injustices vis-à-vis d'un peuple qui voit arriver des migrants sur son territoire. En sens contraire, une posture nationaliste, parce qu'il faut dire populisme, moi populiste, je n'ai jamais compris ce terme-là, mais nationaliste, pour moi plus clair, privilégiera spontanément la responsabilité de l'État au détriment d'une attention aux personnes singulières qui arrivent. Elle tendra à séparer rigoureusement l'individu et la communauté. Cette posture va arguer pour elle le sens de la responsabilité politique, du concret. Elle exigera la fidélité à la lettre des traités, mais avec le risque que cette fidélité serve de retranchement à un égoïsme d'État ou un égoïsme de la nation qu'il est en train d'administrer. Et donc, vous voyez, je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai peu de temps et je voudrais dire mon quatrième point, mais la question philosophique qui sous-tend ces débats de politique migratoire est la suivante. Quels sont les principes qui permettent de fonder une solution à ces conflits de droits ? Quels sont, vous voyez, les principes qui permettent de fonder une solution qui rende justice à chacun, à la fois aux personnes individuelles, avec des droits inaliénables, mais aussi rendre justice aux nations et à leurs droits et à leurs devoirs. Quatrième et dernière réflexion, qui est une conclusion, qui est une autre manière que je voudrais utiliser de montrer la fécondité de la proposition de ce séminaire, qui est d'aborder le projet européen par une vision personnaliste. Je voudrais simplement repérer à mes yeux ce que sont les trois grands défis auxquels les Européens sont confrontés dans leur avenir, notamment les plus jeunes, et pourquoi effectivement la communauté des pays européens, l'Europe, est probablement la mieux à même de relever ces défis. Les trois grands défis que je voulais simplement nommer, vous les connaissez. C'est d'abord le premier défi que j'ai évoqué, il faut que nous parvenions à nous extraire de ce mode d'organisation de l'économie, de ce qu'on appelle mondialisation néolibérale, et changer nos modes de vie. Voilà. Et il faut le faire, sortir de ce mode d'organisation économique, à un moment où les deux inventeurs de ce mode, les États-Unis et le Royaume-Uni, ont quitté le navire. Ça devrait nous laisser peut-être un peu plus de liberté, de penser qu'il y a d'autres manières d'organiser l'économie. Le deuxième défi, c'est d'arriver à s'adapter le plus dignement possible aux transformations du système Terre et à la réduction de son habitabilité pour l'être humain. Il faut quand même mesurer le caractère vertigineux de ces mutations climatiques et autres bouleversements terrestres. Jamais l'humanité n'a eu à affronter un défi d'une pareille ampleur.
puisque nous sommes maintenant devant des questions du style où trouver un sol habitable, avec qui cohabiter. Bon, voilà, c'est quand même des questions assez fortes. Et le troisième défi, c'est d'organiser là aussi le plus dignement possible, le plus humainement possible, l'accueil des migrants, de tous ceux qui, eux, ont déjà dû quitter un sol devenu inhabitable. Et vous savez que c'est le lot de nombreux pays du monde. Voilà. Et d'ailleurs, ces pays où les sols devenus inhabitables sont aussi des pays qui doivent réguler leur propre flux migratoire interne. Eh bien, face à ces trois défis, l'Europe me semble, la vieille Europe, comme on l'a appelée parfois, me semble être la zone du monde la mieux adaptée pour concevoir des solutions à ce défi. Et en même temps, c'est la zone du monde la plus tenue moralement de le faire, vraiment, parce qu'elle en porte la plus grande responsabilité. Autrement dit, vous voyez, par exemple, ce nouvel état de la Terre, cet anthropocène, offre, à mon avis, une nouvelle chance à l'Europe de se construire, même si elle ne la mérite en rien, cette chance. Mais si elle le fait, ce serait le meilleur service que l'Europe pourrait rendre aussi aux autres peuples du monde, une nouvelle chance de revenir sur le sens de son histoire et de ce qu'elle a déjà apporté. Quels sont les atouts, quels sont les dons, peut-être encore un meilleur mot, les dons que l'Europe possède pour affronter ce triple défi? Je crois que, et ça rejoint vraiment ce qu'essaie de faire ce séminaire, les atouts que nous avons, les dons que nous avons tiennent en fait à l'histoire passée de l'Europe et aux leçons que nous avons pu tirer à la fois de ses succès comme de ses errements et de ses péchés, même si je voulais aller jusqu'au bout de ma pensée. Vous voyez, c'est là où le personnalisme est très intéressant, parce que si vraiment les collectivités humaines, comme les pays, sont comme des personnes, ou presque comme des personnes, ont une personnalité morale, alors elles ont une histoire, et comme les personnes individuelles, elles peuvent relire leur histoire, et sont capables, en fait, de discerner les mauvaises, les voies dramatiques, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, l'expérience formidable de la destinée historique de l'Europe devrait nous permettre de rentrer de nouveau dans l'histoire, non pas pour dominer le monde, comme nous l'avons fait dans les siècles précédents, mais pour le servir. Donc les trois atouts, je les donne maintenant pour terminer. J'achèverai par là, qui me semblent vraiment être des dons de notre histoire, voyez, et de notre personnalité collective. Le premier point, c'est que nous formons un ensemble de nations qui, après avoir colonisé, je crois, tous les peuples de la Terre, qui, après s'être fait la guerre mutuellement au XXe siècle, et bien avant d'ailleurs, des nations qui ont renoncé au projet d'empire pour former une communauté de prospérité et de justice, d'égalité et de réciprocité entre les peuples. Mais quand même, c'est une trajectoire qui est peu banale au regard de l'histoire. Indiquez-moi une autre zone du monde où les peuples ont mis cela en place. Ce modèle-là, même fragilisé, me paraît bien mieux adapté finalement que ceux de M. Trump, Poutine, Erdogan, Xi Jinping, quelles que soient les limites et les imperfections de l'Union européenne. Le deuxième atout, le deuxième don que nous avons, et que le personnalisme permet vraiment de voir, nous, Européens, avons aussi un certain recul quant à la forme de civilisation que nous avons mise en œuvre et que nous appelons modernité. C'est-à-dire que nous avons une certaine expérience à la fois des acquis de la modernité, des acquis auxquels il faut tenir, pour lesquels il faut combattre, mais aussi de ces dommages intrinsèques, de ces excès. Bref, j'espère que nous sommes capables, par un examen de conscience sur nous-mêmes et par contact avec d'autres formes de civilisation sur la Terre, nous sommes capables d'une modernité qu'on pourrait dire réflexive ou modérée ou mesurée. Nous devrions être capables d'être autrement modernes ou modérément modernes. Voilà. Et cette modernité réflexive, elle est un atout, je crois, pour apprendre à vivre dans un monde plus chaotique qu'en 1950. Et le troisième atout, le troisième don, qui est très mystérieux d'une certaine manière et paradoxal, nous disposons encore d'une série d'écosystèmes qui n'ont pas été totalement ravagés. Nous avons encore des terres fertiles, nous avons une campagne habitable, nous avons des paysages préservés. Vous voyez, à mon avis, ça c'est vraiment le paradoxe de notre situation, la situation de l'Europe dans le monde. Et c'est ça qui est le comble d'ailleurs de l'injustice climatique. C'est nous qui souffrons le moins des dégradations dont nous sommes les premiers déclencheurs. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes les premiers déclencheurs. Cette richesse de sol, d'écosystèmes redouble notre responsabilité de concevoir des solutions
véritable, juste, humaine, aux 3 défis que j'ai rappelés. Et puis nous avons également des villes que le monde entier... Il faut s'arrêter là parce que... Je fais juste une conclusion. Très brève. Vous allez voir, 1 minute. Merci. Et nous avons des villes, voilà, que le monde entier nous envie. Voilà. Et qui sont des modèles, à mon avis, à approfondir. Bref, vous voyez, nous disposons d'une base matérielle suffisamment stable pour tenter d'organiser des sociétés justes et équitables. C'est une lourde responsabilité. Je termine par une exigence. Vous voyez, l'Europe me semble donc être la zone du monde la plus capable d'affronter ces défis dont il a été question, mais à une condition: que nous soyons capables de vaincre notre lassitude, que nous soyons capables de viser un surcroît de solidarité entre les êtres qui habitent le sol européen. Et c'est pour moi l'alternative devant laquelle les Européens se trouvent aujourd'hui, ou bien viser ce surcroît d'entraide, de solidarité et de communion entre les nations européennes, ou bien alors voir les espaces de prospérité et de justice qu'elles sont parvenues péniblement à édifier depuis 70 ans se décomposer à plus ou moins longue échéance. Je vous remercie. Merci Frédéric. Nous sommes maintenant en plein dans le sujet. Il y a des élèves du lycée Saint-Charles d'Orléans que je salue. Merci. Je crois que vous êtes plutôt au fond de salle. Merci d'être parmi nous. C'est des étudiants de terminale en section européenne. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à lever la main. Il y a des étudiants de Sciences Po aussi qui sont là. Je ne sais pas, je ne vous vois pas. Les étudiants du mouvement européen. Si vous voulez réagir aussi pendant un exposé, n'hésitez pas à lever la main, comme ça, tout de suite, on peut fixer votre première réaction. Par exemple, après l'exposé de Anne-Lorraine Bujon, que j'invite maintenant à parler, soit assis, soit debout, comme elle le préfère. C'est bien, ça m'évite de tenir les feuilles, c'est parfait. Merci beaucoup à Antoine Arjakovski, merci au Collège des Bernardins de nous avoir invités à nous associer à cette réflexion sur l'avenir de l'aventure européenne. Et de m'avoir invité, et par mon intermédiaire d'avoir invité la revue Esprit à participer à vos travaux. Alors, quand Antoine m'a proposé de parler ce matin, et je lui ai proposé ce titre, « L'esprit européen et le monde », pourquoi ? Pourquoi avoir souhaité parler de l'esprit européen et le monde en réaction à ces propositions pour un nouvel humanisme personnaliste ? D'abord, évidemment, il y avait la tentation facile du jeu de mots. C'est difficile d'y résister. Le titre de notre revue s'y prête très bien. Alors, quand on peut le faire, on le fait. Mais aussi, la revue Esprit, comme l'Europe, a ses pères fondateurs. Et on en a dit un mot tout à l'heure. Parmi ses pères fondateurs, bien sûr, Emmanuel Mounier et sa version du personnalisme. Pour ma part, ayant rejoint la revue il y a 3 ans, je serais bien incapable de tenter un commentaire savant sur le personnalisme d'Emmanuel Mounier, ni même, à vrai dire, de me faire l'historienne de notre revue dans les années 30. C'est une histoire très intéressante, mais très précise aussi, et je ne voudrais pas la trahir. En revanche, comme le Collège des Bernardins, nous avons eu le sentiment ces dernières années qu'il y avait une urgence à penser l'Europe de nouveau. Donc pas seulement à poursuivre sa construction, mais réellement à reposer cette question comme une question presque théorique. Et je crois que c'est aussi une des choses qu'a évoqué le père Louzeau juste avant moi. Alors dans cette conviction que nous étions dans un moment charnière, la revue Esprit a sorti son drapeau européen. Et ce que je voudrais partager avec vous ce matin, ce sont quelques réflexions des auteurs très contemporains de la revue, ceux avec qui nous avons fait notamment ce numéro, Nous, l'Europe et les autres, en décembre 2017, et puis un deuxième numéro au printemps 2018 sur la société ouverte. Donc, j'en cite juste quelques-uns, Marcel Hénaff, Olivier Abel, Étienne Tassin, Michael Feussel, Justine Lacroix, Céline Spector, et puis, bien sûr, Pierre Asner, dont je dirai un mot aussi. Donc, je vais puiser dans ces 2 numéros que nous avions consacrés plus précisément à l'Europe, et aussi dans ce petit livre d'Olivier Abel qui vient de paraître sur le vertige de l'Europe. C'était bien la deuxième raison pour laquelle je souhaitais parler de l'esprit européen dans son rapport au monde.
L'idée que dans la crise européenne qu'on a le sentiment de traverser actuellement, dans le malaise qui saisit l'Europe, le vertige qui saisit l'Europe en ce moment, que celui-ci vient en grande partie d'une difficulté pour l'Europe aujourd'hui à trouver sa juste place dans le monde. L'Europe est prise dans un mouvement de balancier entre ce qui a été longtemps sa dynamique, celle des grandes découvertes, celle des conquêtes, celle de l'expansion coloniale, de la domination. Le père Louzot en a parlé un peu aussi. Et un autre mouvement à l'inverse, un autre pôle qui serait celui, la tentation du Nil, pourrait-on dire, la tentation du repli, l'envie de protéger son modèle derrière des murs et des forteresses. L'Europe est donc travaillée par deux forces, une qui la porte vers le monde et l'autre qui la pousse à défendre son particularisme, son exceptionnalisme. Et ces deux forces me paraissent en réalité également constitutives de l'Europe. Et je crois que c'est dans cette tension-là qu'il faut essayer de penser la suite de l'aventure européenne. Alors, je vais vous parler rapidement de cette question de l'identité européenne et de cette idée assez largement répandue maintenant qu'une des spécificités de l'identité européenne se trouve précisément, paradoxalement, dans un certain rapport à l'altérité. Mais je voudrais aussi dire un mot des migrations, et je pourrais ne pas m'étendre trop longtemps, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'échos en fait, entre ce que je voulais développer et ce que nous a déjà dit le père Louzot. Et ensuite dire un mot de l'écologie comme d'un grand défi européen et de la technologie. Là aussi, il en a été question, que ce sont des grandes questions, des grands défis pour l'Europe, précisément parce qu'ils interrogent notre rapport au monde, notre façon d'être au monde, notre façon d'habiter le monde. Alors, pour dire un mot de ce numéro, Nous, l'Europe et les autres, c'est un numéro que nous avions voulu faire parce que nous sentions que la question de l'identité européenne devenait une question très pressante, mais aussi que l'identité européenne était une identité paradoxale, une identité composite. Alors, Marcel Hénaff, notamment dans son article ici, L'Europe, une genèse paradoxale, Marcel Hénaff, philosophe et anthropologue, disparu l'année dernière, il fait l'hypothèse que la crise européenne actuelle peut se comprendre comme une crise d'appartenance. Il dit dans cet article « Chacun en Europe peut se dire européen, mais nul ne peut parler de sa patrie Europe ou de la nation Europe. » Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle de notre adhésion, celle de notre appartenance à une communauté politique européenne. Et pour dire dans quelles conditions ce serait possible, Marcel Hénaff se tourne vers trois schèmes qui lui semblent constitutifs de notre héritage européen, de notre façon de concevoir notre identité européenne. Alors, la première idée, et il en a déjà été question, c'est qu'une des grandes chances de l'Europe est de n'être pas restée un empire. Bien sûr, elle est habitée du souvenir de l'Empire romain, qui fonctionne comme une matrice, mais cet empire s'est défait. Et à l'empire a succédé des monarchies, en tout cas une série de pouvoirs rivaux qui ont entretenu des rapports de conflictualité. Et Marcel Hénaff nous dit « c'est de cette diversité conflictuelle qu'est née la dynamique européenne, la nécessité de produire, la nécessité d'innover, la nécessité de trouver de nouvelles formes d'organisation. » Donc l'Europe... L'histoire de l'Europe, c'est quand même une histoire de conflit, c'est une histoire de rivalité, c'est une histoire de guerre. Et quand on veut aujourd'hui construire l'Europe en pensant à cette histoire, il faut toujours se souvenir que c'est la volonté de puiser dans notre histoire et c'est la volonté de la surmonter, puisque bien sûr cette histoire européenne aboutit au XXe siècle, aux guerres et au totalitarisme. Donc, Jacques Derrida et Jürgen Habermas, dans un plaidoyer qu'ils avaient publié en 2003 pour une politique extérieure commune de l'Europe, poursuivent cette même idée, je crois, qui est que l'Europe est une région qui se caractérise comme nulle autre par une rivalité permanente. Alors, cette rivalité permanente des nations, c'est comme une pile explosive. Et l'Europe qu'on connaît actuellement, elle a été construite en réaction à ce nationalisme destructeur. Habermas et Derrida nous disent
une civilisation déchirée par les conflits a appris dans la douleur comment les différences peuvent être communicantes, comment les oppositions peuvent s'institutionnaliser, comment les tensions peuvent se stabiliser. Et ils nous font cette proposition très forte, je crois, la reconnaissance de différences, la reconnaissance mutuelle de l'autre dans son altérité peut aussi devenir la marque d'une identité commune. Alors, je garde les yeux rivés sur la montre, mais il faut me faire signe si je suis trop longue. Le deuxième schème constitutif pour Marcel Hénaff, c'est celui de la cité. La cité, le droit, la démocratie. Alors, on peut penser ici à Claude Lefort aussi, qui était un auteur très important pour la revue. Et on a déjà évoqué l'importance des villes. Donc, l'Europe se fait aussi dans un archipel de villes. C'est une chose que Patrick Boucheron, par exemple, aime à évoquer. Donc, un archipel de monastères, un archipel de villes. Mais dans les villes, en tout cas, on peut dire que se forge une certaine idée de la communauté politique, avec une part d'autonomie juridique. Et ce que souligne Marcel Hénaff, c'est que la ville se construit autour du centre vide, de l'espace de délibération, ce que Claude Lefort appelle le lieu vide du pouvoir, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'espace public. Donc l'héritage européen, c'est aussi cet héritage proprement démocratique. Marcel Hénaff nous dit encore à propos de ces villes, l'Europe se disloque comme empire et émerge comme réseau. Le troisième schème, c'est l'écart. Marcel Hénaff explique, et ici, bien sûr, il prend la suite de Rémi Brague dans son ouvrage « La voie romaine », que l'Europe se fait dans un écart, en fait, entre ses sources culturelles, sa matrice culturelle, qui se trouverait dans le triangle Rome, Athènes, Jérusalem. Rémi Brague nous dit « Rome se fait dans un rapport à son histoire », les Grecs, elle se fait dans un rapport à son étranger, les Juifs. Mais en réalité, l'Europe, elle ne se construit pas dans ce triangle Rome, Athènes, Jérusalem. Elle se construit plus au nord, plus à l'ouest, plus à l'est. Elle se construit dans ce qui était, pour les Romains, le monde barbare. Alors ça, pour Marcel Hénaff, indique que l'Europe est toujours obligée, et pour Rémi Brague avant lui, de se penser dans un excentrement, dans une forme d'écart à soi. L'Europe est toujours en train de s'approprier quelque chose qui est venu d'ailleurs. Et cet excentrement est constitutif de l'esprit européen. On pourrait l'appeler décalage, on pourrait l'appeler distance, on pourrait l'appeler esprit critique. Et c'est aussi ici une idée qui est reprise par Patrick Boucheron, entre autres, l'idée que l'Europe a été propulsée en avant à l'époque des grandes découvertes, des conquêtes, parce qu'il lui manquait toujours quelque chose, parce qu'il y a une faille au cœur de l'Europe. Donc elle s'est peut-être prise pour le centre du monde, mais elle ne s'est jamais prise pour le monde. Il y a toujours eu un autre, il y a toujours eu un ailleurs qu'on a eu envie d'aller découvrir avec une forme de curiosité. C'est Montaigne qui découvre, à propos des cannibales, que les barbares, c'est peut-être nous. C'est Montesquieu, dans les lettres persanes, qui regarde la cour du roi comme un ethnographe. Donc c'est cette force de l'Europe d'être propulsée vers un autre et vers un ailleurs. Alors, pour cette raison, je n'ai pas besoin, je crois, de m'appesantir, je crois que la question migratoire, aujourd'hui, ça n'est pas un des défis auxquels l'Union européenne est confrontée. La question migratoire aujourd'hui, c'est le cœur de la crise actuelle de l'Europe. Parce que si on réfléchit, quelles sont nos sources culturelles? Où est notre héritage historique, philosophique, religieux, moral? Où qu'on se tourne pour comprendre d'où vient l'idée de l'Europe, la cité gréco-latine, les valeurs judéo-chrétiennes, le besoin de surmonter la guerre et les totalitarismes en construisant des institutions de paix, en défendant les droits de l'homme, où que l'on regarde, ces sources civilisationnelles pointent vers une obligation d'hospitalité, d'accueil, de respect de l'étranger. Et là encore, ce sont des idées que Derrida, par exemple, a beaucoup développées. Et donc, si l'Europe continue de monter des murs et des frontières pour se protéger, peut-elle encore être l'Europe? On aura peut-être encore une Union européenne, mais est-ce qu'on aura encore une idée d'Europe? Alors, on a demandé tout à l'heure, le père Louzeau demandait quand est-ce que cette question nous a frappés par sa force et son urgence.
oui, les années 2010, mais alors pour certains, et je pense ici à Pierre Hassner, c'est un très très grand théoricien des relations internationales et philosophe par ailleurs. C'est dès 1995 qu'il pointe la question des intrus dans un article qui a été publié dans la revue, comme étant désormais la grande question des relations internationales. Une question majeure dont on ne pourra pas se défaire. Pierre Hassner, en fait, explique que les intrus, les réfugiés, en réalité, sont au cœur de 3 dialectiques d'une importance clé pour nous, celle des minorités des frontières des migrations, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, l'État républicain, les organisations internationales, le droit cosmopolitique. Donc cette question des réfugiés, qui vient d'une modernité que l'Europe a largement contribué à fabriquer, on ne pourra pas s'en défaire. Et dans cet article de 1995, Pierre Hassner dit « La première tâche de la construction européenne, comme de l'organisation internationale, devrait être de donner une communauté à ceux qui n'en ont plus. » Donc je concorde ici encore largement avec ce que nous a dit le père Loiseau tout à l'heure. Et juste peut-être une dernière référence à cet ouvrage d'Olivier Abel, « Le vertige de l'Europe », dans lequel le chapitre 3 s'intitule « La honte de l'Europe ». Et Olivier Abel pointe ici la difficulté d'une hypocrisie, d'un double langage, qui fait que l'Europe ne pourra plus être l'Europe aux yeux du monde si elle ne s'empare pas réellement de cette question. Et il n'est pas question de prétendre qu'elle soit simple à résoudre, mais c'est une question qui ne s'en ira pas. Et Olivier Abel dit « Nos frontières actuelles sont apolitiques et amorales. Les marchandises circulent beaucoup plus facilement que les hommes. » Vu d'ici, en effet, le monde est ouvert, mais vu du sud, les murs sont de plus en plus hauts et inaccessibles. Nous bénéficions ainsi à la fois des grandes libertés océaniques du libre-échange et des grandes protections des lignes successives. Alors, si j'ai perdu la fin de ma citation, on va avoir du mal. Alors, ça y est, je reprends. Nous bénéficions ainsi à la fois des grandes libertés océaniques du libre-échange et des grandes protections des lignes successives de fortification qui empêchent notre invasion. C'est de cette manière que la Méditerranée est devenue notre grande frontière d'aujourd'hui, la plus mortifère, la plus stérile, ne laissant rien passer sinon des formes réduites à l'état liquide de la pure survie. Je m'arrête ici pour cette question, mais sur cette évocation de la Méditerranée dont on a bien vu tout à l'heure qu'on nous disait c'est la matrice culturelle de l'Europe, c'est la matrice civilisationnelle de l'Europe. Donc comment vivre aujourd'hui avec une Méditerranée qui est devenue un vaste cimetière? Alors rapidement, les 2 autres grands défis que je pointerai ici pour l'avenir de la civilisation européenne sont la question écologique et la question technologique. Pourquoi ? Parce que ces 2 questions, je crois, nous interrogent sur la façon que nous pourrions avoir aujourd'hui d'habiter un seul monde, d'appartenir à un monde commun. Le père Louzot nous l'a dit aussi, c'est la modernité façonnée en grande partie par l'Europe qui a conduit à cette domination scientifique et technique de la nature et aux catastrophes écologiques qui menacent aujourd'hui. Nous avons donc une responsabilité de remettre des limites, de retrouver des limites. Ce rapport, je crois, inquiet au progrès, inquiet à la science, inquiet à la technique, était d'ailleurs pointé comme une des choses qui caractérisent l'identité européenne, toujours dans ce même texte d'Habermas et Derrida que je vous ai cité tout à l'heure, le texte de 2003, où il caractérise l'esprit européen par une série de traits qui définissent notre profil politique et qui viennent de notre histoire. Et ce rapport inquiet à la science et à la technique en fait partie. Alors, petite mention rapide ici de Bruno Latour qui évoquait dans un article l'idée qu'il fallait aujourd'hui rappeler la modernité. Qu'il fallait la rappeler, il faut la rappeler à ce qui étaient ses idéaux, à ce qui était son premier projet, mais il faut aussi la rappeler comme on rappelle un produit défectueux pour le réparer.
Il faut comprendre ce que cette modernité a produit comme excès pour l'obliger à revenir à ce qui étaient ses premiers idéaux. Et le père Louzot nous a parlé d'une modernité réflexive, d'une modernité modérément moderne. Et je crois que dans notre rapport à la technologie, mais je ne vais pas m'étendre car l'heure tourne, il faut aussi se souvenir que nous n'avons qu'un seul monde et que la tentation de la fragmentation, de la balkanisation, de la sécession qu'on voit aussi à l'œuvre dans le monde virtuel est un défi pour l'Europe aujourd'hui. Alors, j'en termine en revenant à l'idée que le vertige de l'Europe aujourd'hui vient du fait qu'elle a du mal à trouver sa juste place dans le monde. Quelle est la juste place pour l'Europe dans le monde après le XXe siècle, après le colonialisme ? Si cette place ne peut plus être celle de l'impérialisme de conquête et ne peut pas non plus être celle de la citadelle assiégée. Alors, là aussi, il faut faire appel à la modération, il faut exister dans le monde en sachant accueillir le monde, en défendant un universel qui soit un universel ouvert, et en défendant aussi, je crois, ce qui fait le cœur du projet cosmopolitique de l'Europe. À propos du cosmopolitisme, Michael Fussell, dans notre numéro Société ouverte, expliquait que la vision cosmopolitique de Kant vient de cette idée que la modernité élargit la conscience aux dimensions du monde. Ça vient d'une conscience de la finitude, que nous n'avons qu'une seule terre, que nous n'avons qu'un seul monde. Et Michael Fussell nous dit « Se prétendre citoyen du monde, c'est bien revendiquer le droit de ne pas appartenir à une tribu, à une cité, à un État, mais seulement au nom d'une appartenance réelle ou idéale d'un autre ordre. » La question qu'il faut se poser donc aujourd'hui, c'est de savoir si dans ce monde d'échange, de circulation, les touristes, les internautes, les investisseurs, les migrants partagent vraiment le même monde, ou comment faire pour qu'ils partagent le même monde. Juste ici, rappeler que, comme dans ce travail qui a été accompli au Bernardin, nous sommes convaincus que l'Europe est tendue entre un passé et un avenir, qu'elle est à la fois le produit d'une civilisation particulière, mais qu'elle est aussi une utopie. Et je crois qu'il faut revendiquer cette force de l'utopie, même si on pratique aussi la force de rappel d'une forme de réalisme. Et l'utopie du monde européen, c'est un monde qui s'institue, c'est un monde qui se décrète comme notre monde commun à tous. Un monde dans lequel touristes, internautes, investisseurs, migrants partageraient réellement le même monde. Et j'en termine juste avec une image qui est celle qu'a utilisée Ivan Krastev, un politiste bulgare qui a écrit un très bon essai, Le destin de l'Europe, que certains d'entre vous ont peut-être lu, et qui donne dans un entretien au Monde cette idée que, peut-être que j'y pense parce que nous sommes dans ce bel endroit aujourd'hui, que l'Europe aujourd'hui pourrait se concevoir comme un monastère, c'est-à-dire comme un lieu protégé dans lequel on puisse cultiver son jardin, mais un lieu ouvert sur le monde, et un lieu suffisamment fort et confiant pour défendre sa vision du monde. Merci. Merci Anne-Lorraine. En étant au Collège des Bernardins, vous êtes donc au cœur de l'Europe, puisque nous sommes un lieu à la fois protégé et ouvert. Très belle image. Avec la revue Esprit, on est vraiment au cœur de la vie intellectuelle, et en particulier avec Anne-Lorraine Bujon qui suit ça au quotidien. Merci beaucoup pour cette présentation qui converge largement avec ce qu'a dit le père Frédéric Louzot. J'ai pas vu de main se lever, donc on va attendre la troisième intervention avant de pouvoir donner la parole à la salle. Je suis très heureux que Alain Lamassoure soit parmi nous, non seulement parce que je l'ai dit, il est déjà intervenu dans notre séminaire, mais il a un agenda en ce moment très, très serré. C'est les derniers mois de son mandat de député européen. Il a été député européen pendant presque 20 ans. Même plus de 20 ans, et c'est les derniers mois, donc il est sollicité de partout, il y a beaucoup d'interviews dans la presse, et donc on est particulièrement heureux que vous soyez parmi nous ce matin. La parole est à vous.
Merci, cher Antoine, monsieur le directeur, monseigneur, chers amis, merci de votre invitation. C'est pour moi un immense plaisir de participer à cette table ronde et je voudrais d'abord exprimer mon admiration pour les propos qui viennent d'être tenus. J'en partage la philosophie, j'aurai beaucoup de questions, ou éventuellement parfois de remarques ou d'amendements à proposer, mais cela viendra plus tard. Alors, je ne suis pas un philosophe, je suis un politique, et je conçois le rôle du politique, de l'élu, que je suis encore, comme celle d'un ingénieur social. La construction européenne, c'est l'équivalent de la construction d'une cathédrale. Nous sommes à l'ombre de Notre-Dame. La plupart des cathédrales, il a fallu un siècle. J'étais il y a quelques jours à Auxerre. Je crois que la cathédrale d'Auxerre, on a mis 3 siècles à la construire. Ça fait 70 ans qu'on a commencé à construire la cathédrale européenne. Il faudra encore quelques décennies. Ça exige une patience que je qualifie de géologique. Alors, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un philosophe, je suis un tailleur de pierre. Je suis un ouvrier sur le chantier de Notre-Dame. Et naturellement, l'inspiration, elle vient des religieux, des philosophes, des hommes de science, mais on a besoin d'ingénieurs pour faire en sorte que ça tienne debout. Et la politique, c'est un art d'ingénieur qui consiste à faire vivre ensemble des hommes différents. Et dans le cas de la construction européenne, des peuples différents, qui ont des histoires différentes, qui appartiennent à des cultures différentes, qui ont des religions différentes, qui ont un passé différent, qui ont des intérêts différents, qui ont des passions différentes. Et je remercie le père Louzeau de nous avoir cité cette phrase de Keynes. En réalité, ce qui domine le monde, ce n'est pas du tout les intérêts. Keynes disait c'est les idées, et moi je dirais c'est les passions, en fait. Nous tenons beaucoup plus à nos passions qu'à nos intérêts. Et en tant qu'ingénieur social, je suis tout à fait d'accord avec le point 8 de votre proposition, consistant sur les 10 points, construire une politique européenne de construction de la paix et de la souveraineté partagée. Et cela a été dit par le père Louzeau et par Anne-Lorraine Bujon. Il faut bien réaliser, garder présent en mémoire en permanence le miracle, au sens le plus fort du terme, que nous avons réalisé avec la construction européenne, qui est la paix assurée depuis ma naissance. Et vous voyez mon aspect physique que ça remonte loin au siècle dernier. Et au-delà de la paix, la réconciliation entre nos peuples, après les degrés inouïs de haine que nous avons su entretenir pendant 2000 ans. Entretenir pendant 2000 ans, malgré nos belles valeurs humanistes, chrétiennes et autres, que nous avons reniées à toutes les générations, mais que nous avons su, qu'à un quart, faire en sorte qu'elles inspirent vraiment notre action depuis quelques décennies. Alors ça ne veut pas dire du tout que nous soyons des saints, ça ne veut pas dire du tout que nous avons réglé tous les problèmes. Nous commettons énormément d'erreurs, nous sommes des êtres humains, nous succombons à toutes les tentations, mais plus à toutes les tentations. Nous arrivons à en éviter quelques-unes. Et je souscris aussi au point 4 de vos propositions, promouvoir, ou de nos propositions, promouvoir un droit personnaliste. Alors je ne sais pas pourquoi, dans la rédaction du point 4, c'est limité aux médias. Promouvoir un droit personnaliste dans les médias. Pour moi, ingénieur social, le personnalisme, ça consiste à considérer que la personne humaine, l'individu, est le but suprême de l'action, mais non pas
l'individu non responsable, mais l'individu rendu responsable. Il n'y a pas de dignité humaine si l'être humain n'a pas sa responsabilité personnelle. Envers lui, envers ses proches, avec sa famille, envers ses amis, envers sa communauté politique, humaine, nationale, internationale. Et je crois qu'un des grands sujets que nous avons aujourd'hui dans toutes les démocraties, c'est de rappeler à nos électeurs qu'ils ont le droit de vote, mais qu'ils ont aussi un devoir de participer, et de participer évidemment constructivement et positivement à la vie de la communauté nationale. Et tout à l'heure, le père Louzot évoquait l'admirable texte de Husserl en 1935, et au même moment, à peu près, paraissait l'ouvrage remarquable de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne. Et dans la crise de la conscience européenne, dans une vue historique assez longue, Paul Hazard remarquait qu'on avait basculé en peu de temps d'une période où l'individu où la personne humaine était invitée à respecter fondamentalement ses devoirs envers Dieu, et qu'on avait basculé dans un système dans lequel l'individu entrait dans la sphère politique et réclamait ses droits, ses justes droits, naturellement. Et un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que les droits de l'individu se sont développés à un point tel que l'individu, la personne humaine, a tendance à oublier ses devoirs. Et je pense que c'est cette dimension-là qu'à travers la philosophie personnaliste, nous souhaitons réintroduire dans le débat. Alors j'en viens maintenant au point 1 et 2 de vos propositions qui portent sur l'enseignement, qui portent sur l'université. Et en effet, comme le rappelait Antoine Arjakovski, je m'intéresse depuis maintenant 1 an et depuis quelques mois dans le cadre d'une mission que m'a confiée le gouvernement à un problème d'une importance immense et qui est aujourd'hui totalement sous-estimé, qui est l'enseignement de l'histoire dans les pays européens. On en a parlé très bien, on vient d'en parler très bien, les orateurs précédents. J'ai été amené, dans le cadre de la carrière politique, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, à me heurter à des situations qui me paraissaient inexplicables et dont j'ai compris que l'origine venait dans la culture de certains, et notamment dans le message d'enseignement du passé que les intéressés avaient reçu. J'ai été, comme nous tous ici, d'abord surpris, puis inquiet, et aujourd'hui franchement angoissé, par la réapparition dans nos débats politiques nationaux, et du coup dans les débats européens, mais d'abord, fondamentalement, dans nos débats politiques nationaux. Alors, je ne parlerai pas effectivement du mot populiste, ni des mots extrémistes. Ce qui me frappe et me choque et m'angoisse, c'est la réapparition de discours de haine. Nous avons réconcilié nos peuples, et depuis une dizaine d'années, on a vu réapparaître petit à petit un discours de haine, qui n'est plus un discours de haine nationaliste au sens haine du pays voisin. Nous sommes vraiment réconciliés. Même Madame Le Pen n'est pas parvenue à faire fruit d'une germanophobie française, parce que la germanophobie n'existe plus en France. Mais la haine, oui, elle est réapparue. Oui, elle s'exprime. Et pas simplement de la part de partis extrémistes, de la part de porte-parole de partis modérés. Et on cherche partout des boucs émissaires. Et quand les boucs émissaires, c'est la Commission de Bruxelles, bon, c'est une bureaucratie anonyme, c'est pas trop grave. Par contre, quand il s'agit de certaines catégories d'individus, alors là, ça devient de plus en plus grave. Et comment expliquer cela? Alors,
Il y a des causes multiples. Mais une des causes très importantes, qui à mon avis a été jusqu'à présent totalement sous-estimée, c'est l'enseignement de l'histoire que les générations contemporaines apprennent à la génération suivante. Et c'est pourquoi j'ai proposé au gouvernement, qui en a accepté le principe, que ça soit le premier thème soumis à débat et, si possible, à décision de la présidence française du Conseil de l'Europe, comme l'a rappelé Antoine Arjakovski. Le Conseil de l'Europe, vieille institution un peu belle endormie, au bois dormant, antérieure à l'Union européenne, qui siège à Strasbourg, qui géographiquement est beaucoup plus étendue. Elle va jusqu'à Vladivostok, en fait. Il y a la Russie, la Turquie et les pays du Caucase. Et elle est chargée de défendre les droits de l'homme et de veiller à la diffusion et la promotion et à l'enseignement des valeurs européennes communes inscrites dans la Convention européenne des droits de l'homme et de le faire à travers l'enseignement de ce qu'on appelait l'instruction civique, qui est maintenant l'enseignement moral et civique, et à travers l'enseignement de l'histoire. Mais c'est une institution qui a très peu de pouvoir, qui n'émet que des recommandations et qui n'est pas équipée pour s'assurer que ces recommandations sont suivies d'effet. Et alors j'ai fait une enquête, j'ai fait le tour d'Europe, j'ai utilisé tous les moyens d'information dont disposent nos ministères des Affaires étrangères, et je suis arrivé à un état des lieux qui est particulièrement inquiétant. Au fond, nous avons 3 catégories pour ce qui concerne l'enseignement scolaire de l'histoire, un niveau enseignement secondaire, collège et lycée, 3 catégories de pays en Europe, au sens du Conseil de l'Europe. Il y a des pays qui sont en conflit gelé, qu'on appelle diplomatiquement des conflits gelés. Il y en a plus qu'on ne croit. Alors évidemment, c'est l'Ukraine dans la relation avec la Russie, c'est pratiquement tous les pays riverains de la mer Noire et du Caucase, c'est la Moldavie, c'est la Bosnie-Herzégovine, c'est Serbie-Kosovo et c'est Irlande du Nord. Et alors la situation est simple. L'enseignement de l'histoire sert à conforter la thèse de chaque pays ou de chaque communauté. Alors je citerai simplement 2 cas, qui sont des cas qui devraient, comme on disait autrefois chez les philosophes chrétiens, nous interpeller au niveau du vécu. Parce que nous avons, en tant qu'Européens, et notamment en tant qu'Union européenne ou membres de l'Union européenne, une vraie responsabilité politique et naturellement morale. La Bosnie-Herzégovine, une guerre que nous n'avons pas su empêcher, que nous avons mis beaucoup de temps à y mettre fin, après 300 ou 400 000 morts. Nous avons naturellement tout reconstruit à nos frais de l'Union européenne, de ce qui avait été détruit pendant la guerre civile, y compris tous les équipements publics, y compris toutes les écoles. Nous avons évidemment mis comme condition à la reconstruction des écoles que les enfants des 3 communautés religieuses différentes qui s'étaient entretuées, dont 2 sont des communautés chrétiennes, soient hébergés dans les mêmes établissements, dans les mêmes écoles. C'est le cas. Sauf que on a partout des situations telles que, par exemple, au rez-de-chaussée, ce sont les petits musulmans, premier étage, les petits orthodoxes, au 2e étage, les petits catholiques, et chacun apprend dans son livre d'histoire que ses parents ont été massacrés par les parents du dessus ou les parents du dessous. Tout ça sous l'égide de l'Union européenne. Avec le comble qui est la zone de Bourchko. Alors, Bourchko, à la fin de la guerre civile, aucune des communautés n'avait réussi à s'en emparer, donc il y a un statut à part. Et donc à Bourchko, alors là, on a obtenu que les enfants des 3 religions
soit dans la même salle de classe. Mais chaque enfant amène son livre d'histoire à lui ou à elle. Hein? C'est pas mal, ça. Je serais tenté de dire, il y a pire, qui est l'Irlande du Nord. Oui, c'est passé le même problème qu'en Bosnie-Herzégovine. C'est-à-dire qu'en Bosnie-Herzégovine, il y a eu un accord en 1995. Les accords de Dayton, qui ont mis fin à la guerre. Mais le processus de réconciliation entre les communautés qui faisaient la guerre n'a jamais commencé. Et en Irlande du Nord, il y a eu l'accord du Vendredi Saint, le Good Friday Agreement, en 1998, avec comme médiateur le président Clinton, la communauté irlandaise américaine et l'Union européenne. Mais la réconciliation n'a jamais commencé. Et aujourd'hui, à Belfast et à Londonderry, vous avez plus de murs et de fils de fer barbelés qu'il n'y en avait en 1998. Et depuis, les petits catholiques d'Irlande du Nord vont toujours dans les écoles catholiques, les petits protestants dans les écoles protestantes, et chacun apprend à haïr l'autre. Et donc nous, je considère que c'est une responsabilité collective, nous avons veillé à ce que les haines qui avaient conduit jusqu'en 1998 à une guerre civile qui a fait 3500 morts soient soigneusement transmises à la génération suivante. C'est fait. Ah, la belle affaire. Et nous prétendons donner des leçons de morale au reste du monde, en matière écologique ou autre. Et nous nous culpabilisons pour la période esclavagiste ou colonialiste. C'est bien. Mais moi, je suis un ingénieur qui bâtit ma cathédrale. Et donc, ce qu'ont fait mes ancêtres, je le laisse aux historiens pour le coup. Par contre, je ne tolérerai pas que nous soyons dans une situation dans laquelle la génération actuelle d'une Europe dont les peuples sont réconciliés enseigne le maintien, la survie, voire la réanimation de haines ancestrales. Alors ça, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie de pays européens qui n'est pas très différente, mais il n'y a pas de conflit gelé, mais il y a des possibilités de conflit latents. Et on y a une interprétation de la démocratie, c'est une maladie infantile de la démocratie, on pourrait dire, que nous avons nous-mêmes connue, du temps de Michelet, du temps d'Ernest Lavis, les grands historiens, professeurs d'histoire de la fin, la deuxième moitié du 19e ou de la premier tiers du XXe siècle, qui est une histoire d'esprit très national, voire nationaliste, et où on considère que un parti politique qui a obtenu une majorité parlementaire, il est habilité à définir le programme d'histoire, mais même à tenir la plume pour écrire le récit national. Et donc, même si les conséquences immédiates sont différentes de ce qui peut se passer dans les conflits gelés, ça ne contribue pas à consolider la réconciliation entre nos peuples. Et puis il y a une troisième catégorie de pays à laquelle la France appartient. Je dois dire que la situation française est celle qui est la moins insatisfaisante, voire la plus satisfaisante. Je me garde naturellement d'en faire état à l'extérieur parce que nous serions taxés de cette arrogance française dont on nous fait grief, trop souvent à juste titre. Mais en gros, cette troisième catégorie, c'est quoi? C'est les pays d'Europe de l'Ouest, sauf certaines régions espagnoles, Pays Basque, la Catalogne. J'ai vu que vous aviez dans votre exemplaire un article sur la Catalogne, où on enseigne une histoire très nationaliste, fondée sur des faits réels ou imaginaires, avec des effets politiques efficaces, hélas, et qui ne vont pas dans le sens de la réconciliation des peuples. C'est le cas en Flandre, c'est le cas en Écosse, mais mis à part ces cas régionaux, dans cette troisième catégorie, le contenu
n'est pas critiquable, de l'enseignement n'est pas critiquable du point de vue de l'objectif de réconciliation dans les peuples. Il repose sur des faits scientifiques, avérés, vérifiés, etc. Sauf que c'est plus de l'histoire. Parce que là, les historiens sont paralysés, et du coup, la société, les hommes politiques sont paralysés à l'idée de parler du passé. Parce que comme cela a été rappelé, le passé est un passé de guerre, le passé est un passé de massacre. Et donc on se dit, mais si on raconte à nos enfants ce qui s'est passé du temps de nos parents et de nos grands-parents, alors que, grâce à la réconciliation entre nos peuples, ils ne peuvent même plus représenter un monde dans lequel la guerre serait possible. Nous risquons de leur redonner goût à la guerre. D'autre part, se produit un phénomène très curieux, très curieux, très pernicieux, de jugement anachronique du comportement des personnages du passé. Nous sommes vraiment tous tentés de juger les personnages du passé, et les faits d'ailleurs du passé, avec les standards éthiques très élevés que nous enrichissons tous les jours d'aujourd'hui. Mais jugés à l'aune de nos standards éthiques d'aujourd'hui, il n'y a plus un seul héros national. Il n'y en a plus un seul. Tout dirigeant politique important, tout général naturellement, a commis des crimes de masse parce qu'il y a eu des batailles. Jules Ferry, le fondateur de l'école de la Troisième République, était un apôtre très actif de la colonisation, que d'ailleurs il concevait non pas comme un moyen d'exploiter d'autres peuples, mais comme un devoir des civilisations avancées vis-à-vis des civilisations qui étaient en retard. Et donc il faut brûler Jules Ferry. Même la proclamation du suffrage universel, ce n'était pas un vrai progrès, parce que le suffrage universel au départ, c'était uniquement un suffrage universel masculin, n'en parlons plus. De la même manière d'ailleurs, et ça va beaucoup plus loin aux États-Unis, dans les universités américaines, on ne cite plus les noms des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce que c'était tous des esclavagistes. Évidemment, c'était des Virginiens. L'économie de la Virginie à la fin du XVIIIe siècle reposait sur ces plantations de sucre dans lesquelles les ouvriers étaient des esclaves. Jugé à cette aune, qui peut être considéré comme un héros ? Je ne sais pas si vous avez suivi que cette semaine, il y a une énorme émotion en Pologne à la suite d'un reportage absolument remarquable qui fait apparaître qu'au sein de l'Église catholique polonaise depuis longtemps, la pédophilie était une pratique très répandue. Alors pour les Polonais, c'est un choc extraordinaire. Mais vous allez voir dans quelques jours qu'on va poser la question qu'a fait Karol Wojtyła quand il était évêque puis archevêque de Cracovie. Car les faits remontent à cette époque. Donc il a fermé les yeux. Depuis, il a été proclamé saint par l'Église catholique. Donc lui-même, c'était pas un héros. Donc il n'y a plus de héros. Et donc du coup, on enseigne une histoire dans laquelle on ne parle pas des événements, parce que ces événements qui étaient pendant des guerres, ou immédiatement avant, ou immédiatement après, et il n'y a plus, on ne parle plus des grands hommes, des grandes femmes, des grandes personnalités du passé, parce qu'ils ont tous du sang sur les mains, ou ils n'appliquaient pas nos principes éthiques d'aujourd'hui. Donc, c'est pas de l'histoire qu'on enseigne. C'est pas de l'histoire. Alors, c'est ce qu'on appelle l'histoire transversale. Donc, l'invention de l'agriculture sous l'Antiquité, la christianisation de l'Europe, ça c'est évidemment intéressant, la révolution industrielle et notamment la condition des malheureux ouvriers ou des malheureux mineurs dans les mines de charbon, etc. Ce qui veut dire... Alors j'ajoute que dans un bon tiers des pays d'Europe de l'Ouest, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas aux Pays-Bas, l'histoire n'est même pas une matière obligatoire à la fin des études secondaires. Et j'ai vérifié, avec des statistiques, des chiffres, etc., que quand on offre à des lycéens
un âge de passer ce qui est chez nous est le bac, qui existe sous des formes différentes un peu partout. Le choix entre l'histoire, le football ou le violon, les garçons choisissent le football, les filles choisissent le violon. C'est parfois le contraire. Et en moyenne, l'histoire est choisie entre 8 et 30% des élèves, là où c'est une matière à option. Ce qui veut dire, je vais exagérer un peu. Je suis gascon, il faut me laisser le droit d'exagérer un peu. Mais ce que je vais dire, comme c'est le cas des Gascons, c'est Bayonne, effectivement, monsieur le directeur, et donc je parle sous votre contrôle. Je mettais des lignes rouges à mon exagération. Mais nous sommes menacés d'avoir une Europe avec deux catégories de pays, ceux dans lesquels l'enseignement de l'histoire est une propagande nationaliste, dont on a connu tous les méfaits depuis 2 siècles, et ceux qui forment des petits amnésiques. Et un pays qui forme des petits amnésiques, alors bonjour les dégâts. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on ne connaît pas nos racines. On ne sait pas ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents. Et ce n'est pas un hasard, à mon sens, si un pays comme les Pays-Bas, où l'histoire est une matière donc à option, a vu en une dizaine d'années apparaître successivement au firmament de la politique nationale ces extrémistes xénophobes successifs qu'ont été Pim Fortuyn, qui a été assassiné, puis Geert Wilders, personnage en face duquel Marine Le Pen paraît extraordinairement modérée, et maintenant, pire que Geert Wilders depuis 6 semaines, on verra si ça se vérifie, j'espère que non, le 26 mai prochain, un nouveau parti d'extrême droite, le Forum, je ne sais pas quel est son nom exact, de M. Thierry Baudet, parce qu'à partir du moment où vous ne savez rien du passé, vous êtes à la merci du premier charlatan qui raconte n'importe quoi sur n'importe quelle époque ou sur n'importe qui, et qui évidemment n'a pas de mal à saouler les peuples. Alors, à partir de là, et je vais achever sur cette proposition que nous sommes en train de finaliser dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Europe, c'est évidemment un sujet qui, si on l'évoque au niveau politique, est un champ de mine. J'évoque cela dans cette enceinte réduite, je vous demande d'immenses qualités personnelles, philosophiques et spirituelles, mais numériquement réduite, et je vous demande de ne pas tweeter notamment les exemples concrets que je donne, parce que là, j'explose dès la sortie de la salle. Évidemment, l'enseignement, et notamment l'enseignement d'histoire, reste une compétence des États membres. C'est une responsabilité fondamentale des États. Et si on voulait faire apparaître une institution internationale, fût-ce le Conseil de l'Europe, ou à plus forte raison, un pays comme la France ou un autre veut s'immiscer dans le contenu des programmes, évidemment, on est obligé d'arrêter tout de suite. Donc, il faut jouer le bottom-up, la pression des opinions publiques. Et pour ça, je compte sur l'information. D'où l'idée modeste, alors c'est la méthode Monet. On a une grande ambition à terme, mais surtout on n'en parle pas publiquement. On commence par une proposition qui paraît extraordinairement modérée, mais que personne du coup ne peut rejeter. La proposition de Monet, on essaie d'avoir une gestion du charbon et de l'acier. Bon, difficile à rejeter. Bon. Attendez, je m'excuse, j'arrête. Et là, proposition, on crée un observatoire. Pourquoi ? Simplement pour faire l'état des lieux et faire apparaître quelle est la situation, qui enseigne quoi dans ces écoles, dans les pays du Conseil de l'Europe. Qui décide des programmes ? Quel est le statut des manuels scolaires? Est-ce qu'il y a plusieurs manuels? Est-ce qu'il y a liberté totale? Est-ce qu'il y a labellisation des manuels? Comment sont formés les professeurs? Quelle est, et c'est une des propositions du groupe d'Antoine Arjakovski, quelle est dans les programmes d'histoire, dans les curricula, la part
de sujets communs, et notamment d'histoire européenne, et notamment d'histoire européenne récente. On découvre avec une certaine stupéfaction que dans la moitié des pays membres de l'Union européenne, la construction européenne, qui pourtant a commencé il y a 70 ans, ne fait pas partie des programmes. Et dans l'espoir que, en rendant public cet état des lieux présenté d'une manière harmonisée, de façon à ce que les comparaisons soient faciles, on découvre qu'il y a des diversités telles que nous ne pouvons pas espérer faire naître une conscience européenne commune. Et donc mon but, moi qui ne suis pas philosophe, hélas, qui ne suis pas historien, mais qui est un ingénieur social, mon devoir c'est d'aider les gens à vivre en paix. C'est que, à la fin des fins, disons d'ici quelques années ou quelques décennies, nous ayons toujours 47 récits nationaux différents. On a besoin, chacun, d'un récit national, de Racine. Le directeur, tout à l'heure, disait « Nous sommes Européens, nous sommes des citoyens du monde, mais nous sommes aussi dans le quartier latin et dans le 5e arrondissement. Nous avons besoin de Racine. » Mais faire en sorte que ces 47 récits soient compatibles entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'incitent pas à la haine réciproque, mais au contraire, en croisant les regards, ils incitent à mieux comprendre l'autre et comment les mêmes événements tragiques ont été vécus différemment d'un côté ou de l'autre, et de faire en sorte que de ces 47 récits nationaux différents puisse jaillir une conscience européenne commune. Merci. Merci beaucoup.